Bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler des supports et des résistances. Donc, on va parler de la mécanique du mouvement. Ça sera quelque chose qui est extrêmement important dans votre trading. On va parler des supports et des résistances, du coup, les sommets et les creux. Alors d'abord, intéressons-nous aux supports et aux résistances. On est renvoyé à la psychologie. Alors cette fois-ci, pas vraiment la psychologie dont on a déjà parlé la dernière fois, qui signifiait en fait le comportement des opérateurs et que donc quand il y avait news psychologiquement on était plutôt dans l'attente. Je pense que l'on voit ça ce soir avec l'euro-dollar qui bouge pas d'un pouce parce qu'on est dans l'attente justement du FOMC. Donc là, psychologiquement on est pile poil dans l'attente. Mais plutôt la psychologie par rapport au support résistance et donc par rapport à des niveaux qui ont été enregistrés sur le prix. Donc les niveaux de support résistance sont pour moi l'expression la plus pure de ce que l'on appelle la psychologie de foule, la psychologie des acteurs sur le marché. Donc qu'est-ce que c'est qu'un support et une résistance? En fait, ce sont des niveaux, donc des niveaux de prix. Donc des prix 1 euro, 1,05, 10 euros sur une action, etc., etc. Donc ce sont des niveaux de prix et ils ont de ça de particulier que les opérateurs, donc les acteurs du marché, vont les prendre en considération. Et puisque ce sont des niveaux qu'ils vont prendre en considération pour prendre une décision, eh ben, ces niveaux vont créer des actions ou des réactions. Alors par exemple, imaginons que vous soyez un investisseur et que vous vouliez acheter une action. Et vous achetez votre action ici. Imaginons que vous soyez un investisseur et que vous vouliez acheter une action. Et imaginons que vous l'achetiez ici. Vous êtes donc à l'achat. Alors, investisseur ou pas, peu importe, hein, même un trader, vous êtes à l'achat. Et puis, vous savez pas trop quand prendre votre bénéfice. Mais vous savez que vous devez prendre un bénéfice, parce que si vous prenez pas de bénéfice, votre trade, il sert un peu à rien. Et puis, vous hésitez, puis au bout d'un moment, vous voyez que le marché rechute. Et là, vous êtes dégoûté. Vous dites, merde, j'aurais peut-être dû clôturer mon trade à cet endroit-là. Et donc, mécaniquement, vous allez retenir ce prix comme le prix auquel vous n'avez pas pris votre bénéfice. Et donc là, il y a deux possibilités. Soit vous allez paniquer et couper votre trade, soit vous allez peut-être rester en position. Après tout, vous n'êtes pas encore perdant. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on va revenir au même niveau de prix? Et bien dans votre tête, même si peut-être que vous n'allez rien faire, psychologiquement, vous allez quand même y penser. Vous allez penser à quoi? Ah bah tiens, la dernière fois qu'on était là, on est redescendu et ça serait dommage qu'il se passe la même chose parce que ça voudrait dire que j'ai pas gagné beaucoup sur mon trade. Et donc, psychologiquement, vous allez prendre en considération cette zone-là. Donc ça, c'était un sommet. Et donc ça, c'est une réaction au niveau. Donc si par exemple, le mec qui avait acheté ici, qui ne prend pas son bénéfice sur ce sommet, eh ben, il va le prendre ici. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire chuter le cours de l'action ou de la devise ou peu importe. Parce qu'en gros, lorsque l'on arrête d'acheter et qu'on commence à prendre des bénéfices, on commence donc à vendre. Lorsque l'on vend, il y a une pression vendeuse qui se met en place. Il faut bien vendre à des acheteurs, hein, et c'est des échanges. Et là, le marché, du coup, il redescend. Donc, un niveau de support à résistance, ça crée des actions et des réactions à cause de la psychologie de toute façon de l'opérateur. C'est pas compliqué, hein, mais ça, c'est la définition d'un support et d'une résistance. C'est un niveau de prix que les opérateurs, pour X ou Y raison, vont prendre en considération. Et comme ils le prennent en considération, il va y avoir des actions. Quand un niveau, par exemple, va être cassé, ça peut dégager beaucoup de volume et du coup, on peut avoir un mouvement très violent. Donc voilà ce qu'est un niveau de support résistance. Alors il y a différents types de support résistance. Le plus simple à tracer, ce sont les supports résistance naturels. Alors les supports résistance naturels, en fait, ce sont tout simplement les chiffres ronds. Alors là, vous avez un graphique de l'euro-dollar qui est vieux. Hein. Je l'ai repris de l'ancienne formation. C'était à l'époque où on était encore là-haut, à 1,45. Et j'ai mis en fait des trades tous les 500 pips. Et vous remarquerez que ça fonctionne plutôt pas mal. Parce que regardez, les niveaux ici, l'euro-dollar n'a pas réussi à aller plus haut que 1,60. Ici, il a été repoussé par les 1,50. Ici, quasiment également 1,50. Ici, le plus bas était à 1,40. Et si vous regardez, en fait, chaque niveau va mettre un arrêt à beaucoup de gros mouvements. Mais pourquoi? C'est tout con. Imaginez-vous, encore une fois, à la tête d'une sorte de banque ou un truc comme ça, et on arrive sur l'euro-dollar au niveau des 1. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez énorme, le 1. Donc, vous allez prendre en considération. Parce que vous allez dire, merde, 1, pourquoi est-ce que vous allez prendre en considération? Peut-être que vous allez dire, peut-être que les autres vont penser que 1, c'est un niveau important,
et peut-être qu'ils vont commencer à sortir. Donc moi aussi, je vais sortir. Hein, par mimétisme, des fois, un support à résistance peut se créer parce que on a peur d'un chiffre rond. Chiffre rond, pourquoi? Parce que on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Si c'était que du trading algorithmique et que des robots, ils s'en foutraient des chiffres ronds. Sauf que, encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, ça reste les êtres humains et le cerveau humain qui fait le marché. Hein, les robots, le trigger de fréquence, on a expliqué la dernière fois, c'est que sur de l'extrême court terme. Ça n'a pas d'impact sur les mouvements de fond. Je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur l'analyse comportementale. Donc, c'est des êtres humains. Et les êtres humains, voilà, 1,2, 1,5, les chiffres ronds, ça leur parle. D'accord? Et donc, il y a des réactions sur les chiffres ronds. Alors là, je vous ai mis par exemple une vision tous les, je crois que c'est la même chose. Ah oui, tous les 500 pips, mais cette fois-ci, beaucoup plus long terme. Là, c'est sur plus de 10 ans, de 2012 de 92 pardon, à 2013. Donc vous voyez, les chiffres ronds, ça fonctionne depuis toujours en fait. Mais en tout cas, sur mon graphique euro-dollar, depuis 92. D'ailleurs, comme ça vous permet de voir où est-ce que l'on est. Aujourd'hui, on est dans cette zone-là. Donc on voit qu'il y a encore quelques chiffres ronds à péter avant d'arriver sur les vrais plus bas qui ont été créés du coup dans les années 2000. Ok? C'est ça, les chiffres ronds en plus sont simples à retenir, etc., etc. Donc ça, c'est les premiers types de niveau de support résistance. Après, moi, je les prends pas énormément en considération, sauf quand je n'ai pas de repère temporel. C'est-à-dire qu'en gros, quand je suis dans le vide, comme là en ce moment sur l'euro-dollar, si on casse par le bas, la stratégie qu'on a donnée aux élèves, c'est de dire on va faire des prises de bénéfices sur tous les chiffres ronds. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas atteint des niveaux pareils, et donc le marché a besoin de repères, et donc on va balancer simplement des niveaux, des chiffres. Alors il y a d'autres niveaux dont je parlerai un tout petit peu après, et je vais vous donner des pistes pour les travailler. Alors ensuite, on a donc les niveaux temporels ou historiques. Bon, là aussi, ça fait sens pour un être humain, parce qu'encore une fois, on est dans la psychologie. Et donc ces niveaux, c'est quoi? C'est le plus haut de l'année, c'est le plus haut du mois, c'est le plus haut du trimestre, c'est le plus haut historique, c'est le plus bas historique, c'est le plus haut de la journée, le plus bas de la veille, etc., etc. Bref, encore une fois, tout est une question de repère. Ok? Donc les supports résistance temporels, alors là je vous ai mis par exemple, ça c'était, je sais pas, le plus haut annuel, ça c'était le plus bas annuel, etc., etc. Et on voit que le marché, par exemple peut-être que celui-là je l'avais peut-être tracé par rapport à celui-ci, on voit que le marché réagit au niveau des supports mensuels, hebdomadaires, annuels, etc., etc. Donc ça c'est les deuxièmes types de supports et résistance. Après vous avez les supports résistance artificiels ou auto-réalisateurs. Donc des supports résistance qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de niveau temporel, il n'y a pas eu de niveau naturel précédemment. C'est juste des calculs et on dit, voilà, demain, il y aura tel niveau de support, tel niveau de résistance. Alors, le plus connu et qui est l'un des plus utilisés, ce sont les points pivots. Donc, les points pivots, en fait, on prend les données de la veille et puis par un petit calcul à la con que si vous voulez, vous tapez sur Google point pivot, parce que je ne le connais pas par cœur, vous obtenez 5 lignes, vous obtenez, enfin 7 lignes. Vous obtenez le pivot du lendemain, donc c'est-à-dire que c'est des tracés qui sont faits pour le lendemain à chaque fois. La résistance 1, la résistance 2, la résistance 3, le support 1, le support 2, le support 3. Et bon, vous voyez que ça marche une fois sur 12. C'est pour ça que je suis pas particulièrement fan. Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le pivot. Parce que le pivot, on verra ça dans le cours sur les plans de trading, peut être utilisé pour mettre en place un plan. Par exemple, au-dessus du pivot, je ne ferai que des achats. En dessous du pivot, je ne ferai que des ventes. Après, vous avez les ésotériques. Alors, le plus connu et sans doute le plus utilisé, par contre, on ne sait pas trop qui, ce sont les ratios de Fibonacci ou le retracement de Fibonacci. Donc, en gros, c'est des chiffres, des ratios, des machins auxquels l'être humain porterait une attention particulière parce que la différence entre sa main et sa tête, c'est le même ratio que entre le coquillage et l'arbre. Enfin bref, en gros, c'est des fameux nombres d'or. Je vous laisse chercher des choses sur le nombre d'or qui, a priori, régirait le marché. On a ici les retracements de Fibo. Ici, on a les retracements de Gann. Bon, il n'y a pas vraiment de différence. Gann, il s'est appuyé sur une logique mathématique. 33%, 50%, 66%. Les mecs qui ont fait les retracements de Fibonacci, ils sont inspirés de, on sait pas trop quoi, du nombre d'or en fait. Et du coup, voilà. Alors, vous remarquez que des fois le Fibo ça marche, des fois c'est Gann qui va fonctionner. Enfin, il n'y a pas vraiment, y a pas vraiment de logique dans tout ça. Ceux qui les utilisent en général les aiment bien parce que ça donne des bons niveaux. Alors,
la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que si je traçais des niveaux au hasard, j'aurais également des bons niveaux? Et est-ce que si j'utilisais non pas les Fibonacci, mais les niveaux des chiffres ronds et les niveaux temporels, j'aurais également des bons niveaux? Eh ben, la réponse est oui, voilà, tout simplement. Alors, j'ai pas le temps de vous le démontrer, mais vous pouvez faire la démonstration. Je vous le ferai peut-être à la fin si vous voulez, mais vous pouvez faire la démonstration chez vous tout seul. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez un graphique, vous fermez les yeux, et vous tracez au hasard 10 niveaux de support résistance. Et je vous parie presque tout ce que vous voulez, si vous le faites bien sûr dans certains critères, hein, je vais vous le faire à la fin, que chacun des lignes que vous allez passer, que vous allez tracer, seront un niveau de support résistance qui a été pris en considération ou qui sera pris en considération par le marché. Donc, par exemple, la première DM Turtle, c'était ça. Hein. La première fois que j'ai fait une DM Turtle, c'était pour démontrer que peu importe les niveaux de support résistance que vous utilisez, on peut très bien les trader. On peut trader les rebonds, les pullbacks, les cassures, mettre en place des plans de trading, et pourtant en faisant des tracés au hasard. Et je vous montrerai ça du coup après. Les prix, c'est un peu comme les éléphants, ils ont une très bonne mémoire. Étant donné que les supports à résistance représentent des repères pour les opérateurs, ces niveaux sont donc susceptibles d'être pris en considération plus tard. Si on a eu un repère, par exemple, cette semaine, la semaine prochaine, on aura sans doute le même repère. Alors là, je vous ai mis en exemple différents niveaux de support résistance. Et vous remarquez que des fois, on est sur une résistance, donc c'est avec le petit trait rouge. Et des fois, cette résistance devient support, donc ça devient un petit trait vert. D'accord? Là, regardez. C'est une résistance qui devient un support, qui devient une résistance, qui devient un support. Plus vous avez un niveau qui a été contacté un grand nombre de fois, un coup en support, un coup en résistance, et plus ce niveau sera important. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait partie de la base de l'analyse avec les supports résistances et la base du coût du marché, enfin de l'analyse du marché. Donc retenez bien que les prix ont une mémoire et que les niveaux donc les repères que le marché a utilisés et a créés dans le passé vont être réutilisés dans le futur. C'est ça, une sorte de principe de polarité. Alors encore une fois, le problème, c'est que c'est pas démontrable. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est basé sur le support à résistance, la mémoire du prix et tout, ça fait partie de l'empirisme. Même si ça fonctionne et que c'est une des choses que j'utilise, ça fait partie de l'empirisme. Pourquoi? Tout simplement parce que ça peut être aussi lié au hasard. Et pour le démontrer, c'est relativement simple. Encore une fois, soit vous tracez plein de traits au hasard et vous remarquerez que dans la plupart des cas, vous avez des niveaux qui sont à la fois support et à la fois résistance. Mais ce qui est très intéressant, c'est que des fois, vous avez des niveaux de support qui se créent non pas parce qu'il y avait un niveau de résistance ou de support. Je m'explique. Imaginons que ça, ce soit un graphique de l'euro-dollar, ou plutôt de l'euro-yen. Peut-être que ce niveau, en fait, n'est pas un niveau de l'euro-yen, peut-être que c'est un niveau de l'euro-dollar. Parce que si l'euro-dollar chute, l'euro-yen, en général, qui est corrélé, va chuter. Idem, si vous avez un support sur le DAX et que le DAX va atteindre un niveau de support, peut-être que le CAC va réagir à cause du DAX. Donc le CAC peut réagir en corrélation avec le DAX. Et comme par hasard, peut-être que le CAC, à ce moment-là, était sur un niveau de support-résistance. Donc des fois, on ne sait pas trop si c'est le niveau de support ou si c'est plutôt la corrélation intermarché. Ça, c'est pour la mémoire du prix. Alors, si on dit que les prix ont une mémoire, ça pose la question de l'amnésie. C'est-à-dire, ok, la mémoire, c'est bien, mais quelle est la durée d'une mémoire en fait? Est-ce qu'un marché va prendre en considération le même niveau pendant 12 semaines d'affilée? Donc se pose la question de la validité dans le temps. Pendant combien de temps un niveau est-il important? Pendant combien de temps un niveau est-il pris en considération? Parce que des fois, il y a des niveaux qui sont créés donc par effet de corrélation. Il y a des niveaux qui peuvent être également créés dans des contextes particuliers et ou liés à certains événements. Et si on commence à conserver la mémoire de tous les niveaux du passé, on ne s'en sort plus. On va avoir 12 milliards de niveaux de support résistance sur son graphique. Donc déjà, ce sera illisible, mais surtout, on va être un peu bloqué. Parce que plus on a de support résistance, et moins on peut trader. Et oui, parce que l'avantage du support résistance, vous allez voir, ça simplifie énormément la lecture graphique. Le problème, c'est que quand on en met trop, c'est bloquant. Parce que des fois, on hésite à rentrer parce que, oui, mais il y a ce support là, on prend pas le bénéfice parce qu'on pense être loin d'une résistance. Enfin, finalement, c'est à la fois bien et puis à la fois un peu compliqué, les supports résistance. Alors, personnellement, ma vision, elle consiste à conserver les niveaux importants, donc temporels, historiques, de mes dernières tendances, qui sont les plus récents à l'égard de l'unité de temps considérée. En fait, je vais tout simplement regarder les niveaux qui ont été créés dans les 2 ou 3 dernières tendances neutres ou directionnelles. Donc, je vais pas regarder trop en arrière.
Je vais juste regarder voilà, les 2-3 dernières tendances, quels ont été les niveaux qui les ont créés, arrêtés, qui ont été travaillés, et c'est tout. Alors, il y a d'autres types de supports à résistance dont je ne vous parlerai pas ce soir parce que c'est un peu plus compliqué. Je vous en parlerai l'an prochain quand je vous ferai un cours sur les options, puisque ce sont les supports à résistance qui sont liés au niveau d'activation et désactivation des barrières d'options. Et donc ça, on en parlera l'an prochain, puisque ce sont des niveaux qui ne sont pas visibles sur le graphique. Ce sont des niveaux, en fait, les niveaux des barrières des options. Et du coup, vous saurez ce que c'est qu'une option l'an prochain. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour les détecter, les supports et les résistances? Le début et la fin d'un mouvement. Eh bien oui, on a vu dans les cours précédents qu'un mouvement se crée, donc un mouvement c'est un ensemble de cycles, se crée ou s'arrête pour des raisons comportementales. On en a parlé dans les premiers cours, hein. Création d'un mouvement, arrêt d'un mouvement. Vous vous rappelez, je vous avais montré que à la survenance d'une ouverture de marché, l'arrivée du news, comme c'est le cas là, on va le vivre en direct, hein. Alors je vous décommande de trader pendant le discours. Attendez que le marché se mette en place, mais voilà, là on a un marché H4 qui bouge pas, il est dans l'attente de quoi? Bah, du news. Donc si j'avais fait j'avais fait la formation 2 mois plus tard, bah, je vous aurais mis le graphique d'aujourd'hui. Et vous vous rappelez, vous avez parlé du FOMC, bah, c'est ce soir hein, le FOMC. Donc par exemple, voilà, les mouvements réagissent par rapport aux événements. Hein. FOMC qui avait arrêté la baisse de l'euro-dollar à 1,05 en 2015, en mars 2015, des ouvertures, des news, etc., 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 etc. Donc lié aux publications économiques. Mais il y a 2 autres facteurs qui font que les mouvements se créent ou s'arrêtent et qui ne sont pas des facteurs comportementaux, en tout cas purement comportementaux liés à l'analyse des news et donc aux publications économiques. Il y a un autre facteur qui crée ou arrête les mouvements, ce sont les prises de bénéfices successives et les supports et résistances. Alors nous, on va bien évidemment s'intéresser aux supports et aux résistances. Alors vous vous rappelez de ce petit graphique, donc il y avait l'accumulation et la distribution. Ok, vous vous rappelez de ces deux petits, de cette vision binaire. Une résistance, en fait, elle va arrêter une tendance haussière. Donc la résistance, c'est ce qui arrête la distribution. Donc si on part du principe qu'une résistance, c'est ce qui arrête une distribution, on va pouvoir déduire de 3 petites choses. Déjà, une résistance met fin à un cycle, puisque si ça met fin à une distribution, bah, ça met fin au cycle. Ça va créer un sommet, parce qu'on a vu hier que la fin des cycles, en fait, c'était les sommets et les creux. Hein. Comment on détecte un sommet et un creux? Bon, bah, tout simplement, on regarde les fins de cycle, en fait. Hein. Ça va donc créer une phase 4. Bah oui, puisque la fin d'un cycle, c'est forcément une phase 4. Ça va créer un ralentissement. Bah oui, puisqu'une phase 4, c'est un ralentissement. Ça va créer une phase 1 en général, hein, pas tout le temps, hein, puisque bah, ça peut se retourner extrêmement violemment, hein, inverser la tendance et le cycle. On l'a vu, hein, lorsqu'il y a une synchronisation de différents cycles, on a un retournement violent. Donc voilà ce que fait en fait une résistance. Et inversement, un support, ça met fin à un cycle baissier, ça crée un creux, ça crée une phase 4, ça crée un ralentissement, ça peut créer une phase 1 ou un inversement de la tendance et donc du cycle. Alors là, je vous remets l'image d'hier. Donc là, quels seraient pour nous les niveaux de support et de résistance? Eh bien, ce serait ces niveaux-là, ces niveaux-là, ces niveaux-là, celui-ci, 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 celui-ci. D'accord? Ce sont les différents sommets et les différents creux. Donc tout simplement, on va pas trop se compliquer la tâche. Comment on détecte les supports à résistance? Bah, de la même manière qu'on détecte les sommets et les creux. Parce que un sommet, c'est en fait créé sur un niveau de résistance. Ou en tout cas, il crée un niveau de résistance. Qu'est-ce qui se passe quand on a, donc là c'était quand on avait une tendance, qu'est-ce qui se passe quand on a un range? Eh bien, certaines résistances, au lieu d'arrêter un mouvement, elles vont créer un mouvement quand elles sont cassées. Mais pour ça, il faut que ces résistances soient dans une tendance neutre. Ok? Donc la résistance qui est formée dans une tendance neutre, c'est-à-dire le sommet de la tendance neutre, quand elle est cassée, elle va créer une tendance. Donc en gros, on a 2 types de résistances. Les résistances qui créent des tendances, ce sont les résistances que l'on trouve dans les tendances neutres, ou les résistances qui peuvent inverser bien évidemment le cycle, et les résistances qui arrêtent une tendance, et ce sont donc celles que l'on trouve ici. Ok? Donc, on a les résistances qui arrêtent, ce sont les résistances qui créent en fait les sommets, d'accord? Donc les fins de cycle. Et on a les résistances qui créent, ce sont les résistances en fait qui sont détectables avec notre phase 1. Ok? Là, on a une phase 1. Et rappelez-vous, je vous ai dit qu'on étudiera tout ça bien évidemment avec les bandes de Bollinger. Sauf que dans un range, eh ben,
dans une tendance neutre, hein, donc dans un range, tous les sommets n'ont pas forcément le même niveau. Il y en a un qui est ici, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. Alors la question, c'est lequel de ces sommets on va prendre. Et nous, en fait, comment on fait? Bon, on instaure une petite règle. On appelle ça le range dans le range. Alors, comment on fait pour détecter un range? C'est tout con. À chaque fois que vous avez une fin de cycle, vous repérez le sommet et le creux. La distance qui sépare votre sommet du creux, c'est donc ce trait-là. On appelle ça un swing, une vague, une impulsion. D'où le mot swing trading, etc., etc. Ok, donc d'ici à ici, c'est donc un swing. On appelle ça également un range. Alors, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais oui, un range, c'est soit une tendance neutre, soit la distance entre deux points. Par exemple, le range d'une bougie, c'est la distance entre le point bas de la bougie, donc le creux, enfin la pointe basse, et la pointe supérieure. Un range, ça peut être donc une tendance neutre, etc. Donc là, je parle du range, du coup, du range du mouvement. Ensuite, vous attendez. S'il y a un creux qui se crée, vous allez donc avoir un range ici baissier. S'il y a un sommet qui se crée, vous allez donc avoir un range haussier. Et à partir de ce moment-là, si vous constatez que le sommet ici, il est plus bas ou égal au précédent, que le creux ici, il est plus haut ou égal au précédent, vous avez donc une tendance neutre et vous avez donc un range. Après, tous les ranges se situent à l'intérieur de ce range-là. Donc nous, on va garder en mémoire les deux premiers niveaux que l'on a utilisés. Alors après, on a des outils qui nous permettent, enfin des concepts qui nous permettent d'anticiper la création d'un range. Par exemple, en gros, nous, on commencerait à savoir qu'il y a une suspicion de range à partir d'ici. En fait, c'est à partir du moment où on repasse sous le dernier sommet. Mais ça, on va pas développer ça dans cette formation. Mais bon, vous pouvez le trouver vous seul, hein. Mais en gros, nous, on sait qu'il y a de fortes probabilités qu'on soit dans un range à partir d'ici. Donc, on sait que ça, ce sera sans doute un niveau de support que l'on pourra acheter. Donc, on va conserver ces deux niveaux tant qu'il n'y a pas de grands changements. C'est-à-dire, regardez, là, le sommet qui est là, il est très proche de mon sommet là. Donc, je ne vais pas le changer. Par contre, si j'avais eu un énorme changement, c'est-à-dire qu'en gros, j'avais une tendance qui faisait comme ça et puis qui tout d'un coup faisait ça. Ben là, j'aurais changé mes niveaux. C'est-à-dire qu'au lieu de garder mes deux premiers niveaux qui sont ici, ben, j'aurais reconsidéré mon range et je me serais dit, bon, a priori, ce ne sont pas ces niveaux-là qui font que mon range soit respecté. Ce sera plutôt ce niveau-là et peut-être ce niveau-là. Donc s'il y a vraiment, alors attention, c'est empirique, hein, je ne peux pas vous donner un chiffre imprécis, c'est avec l'objectif, on va dire l'observation. Mais si on voit qu'il n'y a pas une grosse différence entre ce niveau et ce niveau, en général, nous, on ne va pas changer les niveaux. Si par contre, je vois que le niveau est beaucoup plus bas, imaginons que ça aurait été ce niveau-là, donc après on serait chuté, que donc mon sommet aurait été ici, là où j'aurais peut-être réajusté mon range. Donc règle numéro 1, dans une tendance neutre, le support et la résistance, vous n'allez pas à chaque fois les remettre à jour. Gardez ceux qui ont été les premiers. Ok. Donc vous avez un support et une résistance. Et ce qui se passe au milieu ne vous intéresse pas. Dans une tendance, les niveaux de support-résistance, ce sont les fins de cycle. Quand on a donc une tendance haussière, c'est-à-dire qu'en gros, on a des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts également. Par contre, quand on a un range, le support et la résistance, ce sont les extrêmes du range. Donc ne vous intéressez pas aux supports et résistances qui sont créés dans le range. Faites comme si ça n'existait pas. Alors on va s'intéresser à la mécanique du mouvement, qui est pour moi la chose la plus importante. Alors, grâce à la mécanique du mouvement, on va commencer à assembler un peu tous différents types enfin les pièces en fait du puzzle, hein. On avance, on avance, on avance, puisque la fin d'un cycle crée un sommet, et donc par la même occasion un support, une résistance, et que les marchés ont une mémoire, eh ben on peut faire des projections. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque l'on arrive à la fin de ce cycle haussier, alors j'ai tout tracé, quand on arrive à la fin de ce cycle haussier, hein, qui correspond à cette partie-là du cycle, hein, bas du cycle, crête du cycle, hein, cycle haussier, cycle baissier, cycle haussier, etc., etc. Donc quand on arrive à la fin de ce cycle-là, on crée un sommet, ok, et on crée donc une résistance. Et en fait, on va pouvoir se projeter dans le futur. C'est-à-dire qu'en gros, on va tracer un trait et on se dit que, eh bien, puisque ce niveau a mis un terme à ce cycle-là, il y a des probabilités que ce niveau mettra un terme au futur cycle haussier. Et on va raisonner de la même chose pour la baisse. Puisque ce niveau de support avait mis un terme à, par exemple, un cycle baissier précédent, eh bien, il y a de fortes probabilités que les futurs cycles baissiers s'arrêtent également dans cette zone-là.
Alors, voici un graphique que j'ai personnellement tradé et travaillé. Si vous voulez toutes les infos du trade, vous avez les vidéos USD-Yen où je détaille et je vous montre sur une plateforme tous les trades pris à partir d'ici. Donc vous avez toute l'analyse, etc., qui utilise le principe de la mécanique du prix. Alors peut-être que pour l'instant c'est un peu prématuré à ce stade de la formation, mais rappelez-vous, quand vous aurez terminé toute la formation, je vous donnerai une liste de vidéos extrêmement importantes à regarder et vous vous rappellerez, ah putain tiens, mise en application du cours de la mécanique du prix avec des trades qui ont été pris et je vous fais tout, le plan, l'analyse, l'entrée, la sortie, etc., etc., etc. Donc ça concrètement c'est un graphique que j'ai travaillé, qu'on a travaillé avec les élèves et qui a constitué la majeure partie de nos trades depuis les 6 derniers mois. On est sur l'USD Yen sur une unité de temps journalier. Donc rappelez-vous, chaque bougie représente une journée, d'accord, période journalier. Donc là, il y a sans doute 60 unités, c'est-à-dire 60 bougies, voire un peu plus. Alors dans une tendance neutre, c'est ma configuration préférée, la tendance neutre, c'est très facile de repérer et de comprendre la mécanique des mouvements. Regardez, les nouveaux cycles se forment sur les niveaux bas et hauts du range. Donc là, je vous ai mis tous les sommets et les creux qui sont identifiables via la fin des cycles. C'est-à-dire à chaque fois que les bandes de bol se referment et qu'on change de cycle, ce qui nous donne ces différents cycles-là. Alors là, normalement, vous ne devez avoir aucun problème à repérer ces cycles-là. Hein. C'est que l'application de ce que l'on a vu hier. Alors regardez où est-ce que les cycles haussiers et les cycles baissiers s'arrêtent. Eh bien, les cycles baissiers s'arrêtent tous sur la même zone. Alors ça, par exemple, c'était en juillet dernier. Et donc, il y a, si vous regardez la chaîne YouTube, vous regardez les trades GBPN, parce que c'était plutôt sur GBPN qu'on avait tradé, avec les trades de Manu, on avait pris ces trades-là parce que on était parti du principe que le cycle baissier allait s'arrêter ici, et que donc, après un cycle baissier, il allait y avoir un cycle haussier. En fait, on répète l'histoire, tout simplement. Donc, on avait également acheté ici. Alors, je dis pas acheter, mais plutôt, on savait que le cycle baissier avait de fortes probabilités de s'arrêter ici. Et du coup, on pouvait mettre en place la stratégie adéquate. Ensuite, on avait donc des niveaux intermédiaires. Regardez, au début, on utilise ce niveau. Alors là, on voit que ça sort un tout petit peu, puis ça revient. Donc, quand ça se passe comme ça, moi, j'aime bien garder mon niveau. Donc, pour moi, le range était toujours au même endroit. Et on remarquait que les niveaux, les cycles haussiers s'arrêtaient ici. Alors, on a cru pendant un temps qu'il allait s'arrêter ici, mais il ne s'est pas arrêté. Hein. C'est pas de la science exacte, hein. Bien évidemment, au bout d'un moment. Alors oui, ça c'est Trump ici. Bien évidemment, au bout d'un moment, il faut bien casser. Donc, puisqu'il faut casser, quand on n'a pas de double signaux, il faut bien casser sans respecter cette notion que les niveaux de support résistance arrêtent les cycles. Hein. Il faut bien que ça casse de temps en temps. Et ces niveaux-là. Alors, nous, on a surtout beaucoup travaillé ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on était dans cette zone-là, on pensait à la fin du cycle. Alors, même si ça n'a pas beaucoup payé, parce que on a beaucoup vendu dans cette zone-là, et vous voyez que ça n'a pas beaucoup descendu, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on trade. Il faut de la constance, il faut toujours faire la même chose, pardon. Ça paye quand ça fonctionne très bien, et puis quand ça fonctionne pas, on limite la casse au maximum. C'est aussi ça de trader. Vous remarquez que les zones hautes et les zones basses du range mettent un terme à la plupart des cycles. Alors pourquoi j'appelle ça la mécanique du mouvement? Parce que c'est-à-dire que vous savez quand votre cycle haussier est en train de se créer en bas, donc quand on casse les plus hauts, etc., qu'on crée une nouvelle tendance haussière, vous savez que alors là on n'avait pas encore le niveau, donc là je mens un tout petit peu, donc je parle plutôt d'ici, mais on savait que à ce moment-là, les probabilités que le cycle s'arrête ici étaient énormes. Et donc on savait qu'à partir de ce moment-là, on pouvait changer de stratégie, prendre des bénéfices, et qu'on allait sans doute changer de marché. Alors ça, on verra tout ça plus tard dans les dernières vidéos sur la mise en place d'une stratégie de trading. Pour faire nos scénarios, c'est génial aussi. C'est-à-dire qu'en gros, quand on était ici, notre scénario, c'était que si on cassait ce niveau, on allait monter directement ici. Après, on avait d'autres scénarios qui n'ont pas forcément fonctionné, c'est que à partir d'ici, on allait redescendre ici. Bon, vous voyez que ce scénario n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave. Le trading, ce n'est pas tout le temps avoir raison, c'est gagner beaucoup plus d'argent quand on a raison que quand on a tort. Enfin, que l'on en perd quand on a tort. Ok? Ça, c'est la base du trading. Ceux qui cherchent à avoir tout le temps raison, sortez, hein, puisque vous n'avez rien à faire sur les marchés. Donc là, c'est extrêmement important de comprendre les relations qui existent entre support, résistance, fin de cycle, etc., etc. Donc voilà, vous voyez bien que chaque fin de cycle journalier est créée sur un niveau de support-résistance dans une tendance neutre. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que ça fait sens pour vous que les niveaux de support-résistance arrêtent les cycles? C'est juste de l'application de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, puisque on a simplement dit que les niveaux de support-résistance étaient des sommets,
que les sommets, en fait, c'était les fins de cycle, et que comme les marchés avaient une mémoire, eh ben, on se projetait dans le futur en disant, ben, je pars du principe que les marchés feront la même chose, c'est-à-dire que quand on aura un cycle haussier ici, vous avez vu que j'ai fait exprès de dessiner des bulles parce que c'est important la notion de bulle, etc., etc. Donc la prochaine bulle que je ferai ici, ben, normalement, elle se fera péter la gueule ici. Donc ça, c'est dans une tendance neutre. Et cette tendance neutre, à part dans cette partie-là où ça nous a rien rapporté, ben, sinon, c'est USDN, c'est que des cartons cette année au niveau des trades. Alors, je vous ai mis l'USDN, parce que l'USDN, on a commencé à le trader à partir d'ici, l'an dernier. Donc, j'ai mis l'USDN, cette fois-ci, dans un marché en tendance. Regardez pourquoi c'est une tendance. Ben, les creux sont de plus en plus bas. D'accord? Je vous ai montré tout à l'heure l'USDN dans cette zone-là, lorsque les creux et les sommets n'étaient pas plus hauts et n'étaient pas plus bas. Mais regardez, on a eu deux périodes sur l'USDN. On a eu une période de tendance baissière, pardon, et on a eu une période de tendance neutre. Et aujourd'hui, on a une période de tendance haussière, bien évidemment. Alors, lorsqu'on a des tendances, c'est un peu plus compliqué que lorsqu'on a un range, parce que on a des niveaux un peu de partout. Il faut que je vous parle de la notion de pullback. C'est lorsque un support devient résistance. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un niveau qui est une résistance, qui est cassé et qui devient un support. C'est ce qu'on appelle un pullback. Ça, c'est la base des setups de trading. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un des setups que l'on va étudier dans la partie signaux de trading, avec d'autres types de signaux. Mais voilà, le pullback, ça fait partie de l'arsenal de base de tout trader. Donc, lorsque l'on a une tendance baissière, vous allez regarder à chaque fois les derniers plus bas. Et à chaque fois que vous voyez vos derniers plus bas, vous tracez un niveau. D'accord? Plus bas, niveau, niveau. Et ici, niveau également, parce qu'on avait une tendance baissière, parce qu'on crée des nouveaux plus bas. J'ai oublié un petit dessin ici. Voilà. Et quand on a une tendance haussière, vous regardez les derniers sommets. Donc regardez, là, on a une tendance haussière, parce qu'on fait un sommet plus haut que le précédent. Il n'y a qu'à partir d'ici où on arrête de faire des sommets. D'accord? Regardez. On n'arrive pas à aller plus haut. D'accord? Donc on est en train de créer une résistance importante. Et on n'arrive pas après à aller plus bas. C'est-à-dire qu'en gros, au début, le dernier plus bas, il est là. Après, le dernier plus bas, il est là. Et là, on crée du coup une sorte de tendance neutre. Et on recrée une tendance baissière ici. Donc quand on a une tendance haussière, on va regarder les derniers sommets. Quand on a une tendance baissière, on va regarder les derniers creux. Et on va les tracer. Alors le pullback, c'est quoi? Regardez, ça met également fin, parce que c'est un niveau de support résistance, au cycle. Regardez. Là, le petit cycle baissier, alors là, je ne sais pas pourquoi je les ai tracés ici, le petit cycle baissier, il s'arrête sur ce niveau de support. Alors vous vous rappelez, je vous ai dit que dans les tendances neutres, on va reconsidérer les niveaux. Alors au début, le niveau, il était là-haut, et ici. Là, on voit que le marché, en fait, se comprime, et du coup, après, le niveau était plutôt ici. D'accord? Essayez de penser que les niveaux qui sont créés dans les rectangles sont hyper importants et hyper intéressants. Donc regardez, là, on a ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire que le niveau était cassé, et on est redescendu dessus. Et ça a mis un terme à ce cycle baissier. Ici, regardez, donc on casse le dernier plus bas, d'accord? C'était mon dernier creux. On remonte et le cycle haussier s'arrête à cet endroit. Ici, pareil, le cycle haussier, il s'arrête à mon dernier creux, donc mon dernier niveau. Alors, ça marche pas tout le temps, bien évidemment, sinon ce serait trop facile. Donc là, on voit que non, non, non. Là, par contre, ce cycle haussier, il s'arrête à mes derniers creux. Ce cycle haussier, il ne s'arrête pas à mon dernier creux, mais il s'arrête à l'avant-dernier creux. D'accord? Et le dernier grand cycle haussier ici s'était arrêté au dernier creux également. Alors, vous voyez, pardon, pas au dernier, mais à l'avant-dernier également. Donc, vous voyez que des fois, c'est le dernier, des fois, c'est l'avant-dernier. Donc, un pullback, en gros, c'est soit un pullback classique comme ça, soit un pullback un peu décalé, qui serait du coup comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, non, j'ai mal tracé. Alors voilà, ça serait plutôt comme ça. Voilà, ça remonterait jusqu'ici. Voilà. En général, vous avez ces différents types-là, en gros, de pullback. Est-ce que tout le monde a compris la notion de pullback et donc de support-résistance en tendance? Alors là, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que les niveaux de support-résistance, encore une fois, que l'on peut repérer dans le passé, par exemple ici, parce que c'est le dernier creux, si vous avez appris à détecter les sommets et les creux avec la manière dont je vous ai appris hier, regardez, ça met un terme à chaque fois aux tendances. Alors c'est une très bonne question, Alexia. Pourquoi les supports résistance ne sont pas obliques? Alors il y a deux écoles, on va dire qu'il y a ceux qui aiment bien les supports résistance obliques, il y a ceux qui les aiment pas, et moi je fais partie de la tranche des gens qui ne les aiment pas. Alors je dis pas que ça ne peut pas marcher, sauf que l'avantage d'un niveau qui est horizontal, c'est que c'est un prix.
c'est un prix qui était le même ici et qui sera le même ici. D'accord? C'est par exemple le prix des 1,05. Une oblique, c'est un prix qui change tout le temps. Donc pour moi, ça n'a strictement aucune valeur. Alors Sébastien, on n'a jamais parlé là de rentrer sur le trading. Là, c'est symptomatique. Désolé de te prendre la partie, hein, Seb, mais c'est pour montrer justement comment il faut apprendre le trading. Là, c'est symptomatique des erreurs que l'on fait. Là, on a absolument, et on n'a jamais d'ailleurs parlé de stop trading, on parle d'analyse. L'analyse, c'est ce que j'ai dit au tout début de la formation, c'est strictement différent du trading. Donc, trader les supports résistance, ça s'apprend, il y a toute une technique autour, mais on n'est pas obligé de les trader. Tu peux prendre n'importe quel setup. Là, l'idée, c'est d'avoir une analyse pour savoir où est-ce que tes cycles peuvent démarrer, s'arrêter. Ça te permettra de savoir quand est-ce que je vais commencer une stratégie à la baisse, quand est-ce que je vais arrêter ma stratégie à la hausse, est-ce que j'ai encore de la place pour vendre, acheter, etc., etc. Ça te permet de comprendre le marché, de l'encadrer et tout et tout. Alors, il n'y a pas d'oblique, hein, Brigitte. Moi, justement, je n'utilise pas les obliques. Encore une fois, le problème des obliques, c'est que c'est fictif. C'est juste une ligne que certains décident de trader parce qu'ils décident de relier des sommets entre eux. Mais je n'aime pas utiliser, du coup, ni les obliques, ni les canaux aussi au baissier. Et est-ce que je vous ai convaincu que, justement, et que vous avez surtout compris en termes de mécanique du mouvement, que les niveaux de support à résistance passés permettent de visualiser lorsque les cycles peuvent s'arrêter. Et ça, c'est une information capitale parce que ça vous permet de comprendre la mécanique du mouvement, de comprendre où est-ce que les mouvements se créent, où est-ce qu'ils s'arrêtent. Je dis pas que c'est comme ça qu'on va trader. Déjà, on est dans la partie analyse. Alors, il nous reste à parler de la force d'un niveau. Bah oui, parce que des niveaux, on peut en tracer de partout. Est-ce qu'un niveau M5 a la même valeur qu'un niveau 4 heures? Est-ce qu'un niveau journalier a la même puissance qu'un niveau, je sais pas moi, mensuel? Alors, très bien, il y a la question d'Eric. Quelle unité de temps on place les supports essence? Parfait, tu vois. C'est exactement ce dont on va parler maintenant. Alors, priorité aux parents. Ça veut dire quoi? Priorité au support résistance des unités de temps supérieures. Et on va expliquer pourquoi. Prenons l'exemple de la tendance haute précédente. C'était donc l'USD-Yen, USD-JPY en D1. Ok. Donc là, ce sont les différents cycles D1. Et donc les niveaux de support résistance D1. Ok. Donc les creux D1, les supports D1, les sommets D1, d'accord, et les résistances D1. Ok. Qu'est-ce qui se passe si on zoome un peu et qu'on va voir le même mouvement, mais cette fois-ci en 4 heures? Le même mouvement en 4 heures, on constate que puisqu'on est en 4 heures, il y a 6 fois plus de bougies. Donc, a priori, il y aurait à peu près 6 fois plus de cycles. Hein, il y a beaucoup plus de cycles. Donc, puisqu'il y a plus de cycles, il y a plus de niveaux, il y a plus de sommets, plus de creux. Par exemple, si on s'amusait à regarder tous les sommets et tous les creux H4, alors je ne vais pas peut-être tous les faire, mais il y aurait donc celui-ci, il y aurait celui-ci, celui-là, celui-là, il y aurait lui, 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 etc., etc., etc. Ok, donc je vais pas tous les faire. Enfin, quoique je suis bien parti pour tous les faire. Voilà, en fait, à chaque fois, je regarde quand j'ai des nouvelles bulles et que mes bulles s'arrêtent. Voilà, et je mets le plus bas à chaque fois entre eux. C'est la manière que je vous ai apprise hier. Donc on voit qu'il y en a beaucoup plus. Hein. Qu'est-ce qui se passe si je mets mes cycles journaliers? Je remarque qu'il y a des sommets et des creux qui sont à la fois sur le journalier et à la fois sur le 4 heures. Alors là, je vous ai identifié quelques cycles en H4 et on va afficher les cycles journaliers. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Que ce niveau, rappelez-vous, alors là, ce sont des niveaux journaliers, hein, j'ai oublié de préciser. Le rouge ici, c'est la résistance D1 et le vert ici, c'est le support D1. Et qu'est-ce que vous remarquez? Que si j'avais tracé plein de niveaux de support résistance H4, donc j'en aurais un là, j'en aurais un là, j'en aurais un là, j'en aurais un là, et j'en aurais un là. J'en aurais un ici, j'en aurais un ici, et j'en aurais un là. J'en aurais un là, j'en aurais un là, etc., etc., et j'en aurais un là, qui est quasiment ici. J'en aurais un ici, et surtout j'en aurais un ici. J'en aurais un ici, j'en aurais un ici. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a des niveaux de support résistance, et puis j'en aurais un ici surtout, et un ici. Ça, ce sont les fameux doubles signaux. Hein. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai des résistances qui sont communs à la fois au journalier et au H4. Et qu'est-ce que je constate également si je me borne à regarder le H4? Je constate que parmi tous les niveaux de support résistance H4 que je peux identifier, ceux sur lesquels il y a les plus grosses réactions, ce sont ceux qui sont en commun avec le D1.
Vous allez me dire, c'est logique. Bah oui, mais peut-être que des fois, on ne fait pas la relation assez facilement. On peut aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui se serait passé si j'étais descendu en 30 minutes, par exemple, et que j'avais analysé les cycles M30? Ben, j'aurais des supports restances, mais absolument de partout. Par contre, il y aurait là-haut, parce que ici, là, tout petit, ici, qu'est-ce que j'ai là? Si je zoomais, j'aurais un cycle M30, d'accord? Un cycle aussi M30. Tout petit ici, j'ai des cycles, et là, tout petit, là, j'ai des cycles M30. Là-haut, là, j'ai un cycle haussier M30. Ici, j'ai du cycle haussier M30, 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 etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il y a des niveaux où j'ai en commun le journalier, en commun le H4 et en commun le M30. Et quels sont ces niveaux? Bah, en toute logique, ce sont les niveaux du journalier. Bah oui, logique, puisque si un niveau journalier crée la fin d'un cycle journalier, et c'est-à-dire qu'après on a une baisse, bah, ce cycle journalier, n'oubliez pas les fractales, il est constitué de plusieurs cycles. Et le dernier cycle H4, il est là-haut. Le dernier cycle M30, il est là-haut. Le dernier cycle M5, il est là-haut. Le dernier cycle M1, il est là-haut. Et on peut faire ça à l'infini. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais dit que l'approche des cycles et multi-time frame nous permet d'anticiper énormément les mouvements, ou en tout cas de rentrer très très haut. Mais par exemple, on sait que sur un niveau journalier, on a la convergence de toute la fin de tous les cycles. Et c'est là où en fait on a différents cycles de différentes unités de temps qui vont se croiser pour prendre des super méga trades. Donc, démonstration faite, quels sont les niveaux de support résistance les plus importants? Et bien, plus on est sur une unité de temps élevée, et plus il est important. Pourquoi? Parce que c'est le point de rencontre de support résistance d'absolument toutes les unités de temps inférieures. Donc, est-ce qu'un niveau de support résistance H4 est aussi important qu'un niveau de résistance D1? Non, à part si les deux sont mélangés. Et dans ce cas-là, c'est donc un niveau de support résistance D1. Donc ça, c'est pour répondre à la question, quel est du coup le niveau sur l'unité de temps la plus importante? Donc là, vous commencez à voir comment, là maintenant, mine de rien, alors qu'on n'a toujours pas vraiment parlé des cycles en détail, de l'anticipation, et puis on le fera pas parce que c'est trop long et que j'ai que 14 jours, enfin 15 jours. Mais là, déjà, vous avez vu qu'en partant des supports à résistance, on sait maintenant plus ou moins comment on peut anticiper des mouvements, ou en tout cas, on peut anticiper quel mouvement. Ben, on peut anticiper, par exemple, le cycle journalier. Par exemple, on sait que le cycle haussier journalier, ben, au lieu de rentrer à l'inversion du cycle, je sais que je peux tenter des trades sur les inversions H4 ou les inversions M30, etc. dans la zone basse journalier, bien évidemment. Ok. Donc normalement, là, ça commence à s'emboîter de plus en plus et de plus en plus. Ça, si ce soir, vous n'avez pas de déclic, ça veut dire que vous avez complètement loupé le thème du jour et surtout ce qui a été dit. Parce que concrètement, le jour où vous comprenez ça, le jour où finalement vous comprenez que les supports à résistance, ben, ça crée tout ça et ça implique tout ça, normalement, vous devez avoir une vision qui transcende en fait la réalité et vous devez comprendre et dire putain, je crois que j'ai compris entre guillemets le code du marché. C'est en gros le hack. Ça, dans la formation, c'est juste la partie la plus importante de la formation sur laquelle on insiste pendant 2 à 3 semaines. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin de la partie analyse, il y a des examens, parce qu'à la fin de chaque partie dans la formation, il y a des examens, un contrôle continu. Et ça, en gros, c'est pendant 2 à 3 semaines. Pendant 2 à 3 semaines, les élèves, ils doivent absolument travailler tout ça. Allez, on va regarder le Rodol. Donc regardez, hein, mise en application des plans. En bleu là, c'est l'hebdomadaire. Regardez, je vais en hebdo. Voilà, regardez, la fin des cycles hebdo. Cycle baissier, cycle haussier, d'accord? Cycle baissier, cycle baissier. Hein, donc quand je dis que c'est exactement ce que l'on utilise, donc ce cycle-là nous permet d'identifier le range que j'ai identifié en bleu. Ça veut dire que je sais, alors je le sais depuis ici, que dans cette zone-là, avec toute cette zone-là, les cycles haussiers s'arrêteront ici. Donc nous d'ailleurs, on avait fait quelques stratégies vendeuses qui étaient assez malheureuses parce que pas forcément super bien fonctionné. Des stratégies vendeuses de l'eurodoll ici. Et on a des stratégies acheteuses du coup ici, dont une qui a très très bien fonctionné la semaine dernière, que je vous avais donné dans le webinaire sur les plans de trading. Je crois que je vous avais dit voilà le plan. Et tout ça, c'était via la mécanique du mouvement. C'est-à-dire qu'en gros, on sait que ça met un terme au cycle baissier. Et du coup, on a été sur des plus petites unités de temps. Donc après, c'était journalier. Donc on savait que donc ce cycle journalier allait s'arrêter du coup ici. Et que après allait s'enchaîner un cycle haussier. Et que pour que s'enchaîne un cycle haussier, il fallait casser ces niveaux-là. Et première étape, c'était d'arriver ici.
Et du coup, c'est exactement ce qui était passé, c'est-à-dire que ce niveau avait été cassé. On avait été jusqu'ici, ça c'était notre plan de trading, c'est-à-dire qu'il fallait chercher des trades à l'achat dans toute cette zone-là. Et trade à l'achat, ça veut dire des signaux. Et c'est à ce moment-là qu'après, vous pouvez, si vous voulez, chercher des compressions, des moyennes mobiles, de l'Ichimoku et tout ce que vous voulez. Alors là, on va regarder ce qui se passe sur le plan un peu plus macro. Donc regardez, hop, on a appris que les bandes de les bougies permettent de nous indiquer les ranges quand on a 2-3 bougies sur la même ligne. 2-3 bougies sur la même ligne. Et là, on a quoi? On a 2-3 bougies sur la même ligne. Donc ça, vous pouvez être sûr et certain que si on va sur du H4, on va avoir quoi? Une phase 1. Voilà, la phase 1, elle est là. La zone supérieure de la phase 1, elle est là. La zone inférieure de la phase 1, elle est là. Comment fonctionne cette tendance neutre? Tiens, voyons voir si ce que l'on a appris aujourd'hui fonctionne réellement. On va donc aller sur le M30, donc l'unité de temps en dessous, et on va vérifier ça. Alors, cycle haussier qui s'arrête là, cycle baissier qui s'arrête là, qui est comme par hasard au même endroit que ici. Regardez, là on avait cycle haussier, donc où étaient les derniers sommets, les derniers creux? Donc là, vous avez le dernier sommet, là, vous avez le dernier creux, là, vous avez l'avant-dernier sommet. J'ai expliqué vite fait comment on fait pour anticiper les ranges, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on repasse sous ce niveau, nous, on savait ici que, enfin, je ne traite pas sur des 6 petites unités de temps, mais avec la méthodologie, on sait qu'à partir d'ici, ce niveau-là a de fortes probabilités d'être un range. Regardez ensuite, donc, ce cycle baissier, il s'arrête où? Ah, comme par hasard, ici. Ce cycle haussier, il s'arrête où? Ah, comme par hasard, ici. Ce cycle haussier, il s'arrête où? Ah, comme par hasard, ici. Le cycle haussier actuel, il s'est arrêté où? Ah, comme par hasard, ici. Alors là, bien évidemment, avec le discours de Yellen, le cycle baissier, si baisse il devrait y avoir, il aura du mal à s'arrêter ici. Il va plutôt péter à la baisse. Mais voilà, du coup, des applications sur des petites unités de temps également. Donc voilà, alors vous allez voir le marché bouger assez énormément. Alors nous, du coup, les stratégies, même si vous n'en êtes pas encore là, ce sont les mêmes du coup qu'il y a 2 semaines, c'est-à-dire que la stratégie que l'on a actuellement, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a cette tendance neutre et donc soit on va sortir du range par le bas, soit du coup on sortirait du range par le haut. C'est ce qu'on appelle les fameux doubles signaux, parce qu'on a un range dans un range. Ok, on a ce range-là et on a un petit range ici avec les 2 petites bougies qui sont ici. Alors bien évidemment, le but du trading, c'est de ne pas trader pendant les annonces. Alors ça, c'est une recommandation que vous avez peut-être déjà entendue à droite et à gauche. Maintenant, tout dépend du money management. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez fait une bonne semaine et que vous avez envie de prendre un petit pari, rien ne vous empêche de risquer 10, 20, 30 ou 50% de vos gains, hein, bien évidemment. Voilà, normalement, avec le cours de ce soir, vous avez appris des nouvelles choses et vous commencez à y voir un peu plus clair, en tout cas de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus clair. Alors là, vous allez voir une excitation du mouvement. Voilà, donc les taux, l'annonce est sortie. Donc pas trop de surprise, bien évidemment. Ouais, ça bouge beaucoup. Alors ne rentrez pas, et même si vous loupez le trait du siècle, c'est pas grave. Vous commencerez à rentrer à partir de demain, ou en tout cas à la fin du discours. Peu importe que vous loupez des trades, c'est pas sur ça que vous devez faire votre score. Vous devez faire votre score lorsque les marchés sont stables et tranquilles. Donc là, la stratégie, c'est vous avez un biais vendeur dans toute cette partie-là, et si ça casse ici, vous aurez un biais vendeur dans toute cette partie-là. Donc c'est-à-dire sous les 1,05. Ne vendez pas. Hein. Pourquoi faut pas rentrer avant, Patrick? Bah écoute, prends-toi un compte démo, rentre avant et on en reparle quand on se verra en Suisse. Ouais, déjà avant discours, ça c'est une bonne idée par contre. Pour ceux qui sont du coup déjà en position. Pourquoi faut pas en profiter? Tout simplement parce que tu traites pas un discours. Enfin, ça c'est la base de la base. Tu as un slippage qui va être énorme, un spread qui va être énorme. Et puis c'est pas sur ça que tu dois faire ton gain, sur une stratégie que tu établis. Et tu dois prendre les trades lorsque tu as des signaux et qui sont en dehors, bien évidemment, des news comme les NFP, les taux et les discours. Par contre, si vous voulez vous amuser à scalper, voilà, vous faites comme vous voulez. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est beaucoup d'observation. Alors je vais vous renvoyer du coup le petit slide, bien évidemment. Donc je renvoie le petit slide. Donc essayez de bien réétudier tout ça et essayez d'observer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout ce dont on a parlé aujourd'hui. Demain, moyenne mobile et vendredi, on terminera par les oscillateurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Je crois que j'ai encore réussi mon pari de le faire en moins d'1 heure, donc je suis content. À demain. Alors, si vous voulez, juste un petit détail. Si vous voulez apprendre des choses intéressantes, vous allez sur le compte Twitter que je vous ai montré la dernière fois.
le squawk. Et vous regardez les questions et les réponses. Et regardez, vous allez sur du M1 ou du M5 et regardez les réactions du marché sur le dollar, bien évidemment, en fonction des réponses qui sont apportées pendant les discours et pendant le live squawk, etc. Bonne soirée, à demain.